Donc je vais vous demander d'abord votre nom et votre prénom. Je m'appelle Schaffer Paul. Je suis né le 27 novembre 1924 à Vienne, en Autriche. Et j'ai quitté donc l'Autriche en 1938 après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Votre famille était installée depuis longtemps en Autriche? Oui, pratiquement. Finalement, mon père, qui est originaire de la Galicie, faisait partie de l'Empire austro-hongrois, puisqu'il a fait son service militaire, ce qui lui a valu de faire son service militaire dans l'armée autrichienne. Mais après la guerre, donc après 1918, il est resté à Vienne et il s'est installé à Vienne d'une façon permanente. Et il faisait quel métier à Vienne? En dernier lieu, il était assureur, auparavant il était commerçant. Et vous avez vécu donc vous, votre jeunesse? Je dirais mon enfance, puisque je suis resté jusqu'en 1938, ce qui donne 14 ans. Et c'est donc exactement à l'âge de 14 ans, le 27 novembre 1938, que nous avons décidé de quitter Vienne. En particulier, il est évident que c'était après la nuit de cristal, qui était le signal d'un départ urgent, alors que nous espérions jusqu'alors de pouvoir quitter l'Autriche d'une façon plus aisée et plus facile, c'est-à-dire en obtenant un visa pour un des pays qui aurait bien voulu nous accueillir, ce qui devenait de plus en plus difficile d'ailleurs. Vous étiez une grande famille ou... Non, nous étions, enfin, la famille toute proche, si vous voulez, était composée uniquement de ma sœur et de moi-même, mais ma grand-mère habitait dans notre foyer, et évidemment, elle-même, elle avait plusieurs fils et filles, donc la famille était nombreuse en tant qu'oncle, tante, cousin, etc. Et vous viviez où à Vienne? Nous habitions dans le 2e arrondissement, dans un quartier relativement à forte population juive. Il y a enfin, de façon, je dirais, petit bourgeois. Et vous alliez en classe à quel endroit? J'allais en classe à Vienne. Et en fait, je venais juste de passer de la classe normale en lycée. Donc En fait, la dernière année, je ne l'ai pratiquement pas faite, puisque dès que les nazis ont occupé l'Autriche, c'est-à-dire mars 1938, bien pratiquement j'étais expulsé de l'école et nous devions rejoindre une école juive, c'est-à-dire une école réservée uniquement aux juifs. Vous n'y êtes pas allé? Je suis allé, bien sûr, mais à vrai dire, notre tête n'était pas au travail. On avait quelques cours. Je ne retiens en fait de ces leçons, les leçons de religion, parce que très probablement c'était les professeurs les plus faciles à trouver à cette époque et qui a fait des gros efforts pour nous enseigner les prières, la traduction des prières. Votre famille était elle-même religieuse? Ma famille était religieuse, et en particulier ma grand-mère, qui était très religieuse et orthodoxe, donc très pratiquante, et qui m'a énormément influencé sur ce terrain-là. Mais votre famille proche, vous suiviez les fêtes? Bien entendu, nous étions à la maison, nous pratiquions la cuisine cachère, nous pratiquions toutes les fêtes, et donc on allait à la synagogue le samedi, les vendredis soirs, donc nous étions plutôt pratiquants, enfin, mais non pas d'une façon très orthodoxe. Hormis, bien sûr, ma grand-mère qui, elle, était surveillée attentivement au respect des règles des cacheroutes et autres. En fait, vous avez vécu une enfance sans histoire, je dirais, jusqu'à l'annexion. C'est une enfance sans histoire, je dirais peut-être un peu plus une enfance heureuse, parce que j'étais entouré que de personnes qui m'aimaient, qui manifestaient leur affection à mon égard, dans un milieu qui était sympathique et agréable, dans un environnement sympathique.
jusqu'en 1938. Enfin, nous passions nos dimanches, nos jours fériés, comme la plupart des Viennois de notre niveau social. Et il n'y avait pas de manifestation antisémite Si, oui. si. L'antisémitisme régnait en Autriche bien avant l'arrivée des nazis, mais d'une façon cachée, d'une façon non pas, je dirais même pas cachée, mais pas d'une façon permanente. Alors, ceci étant, dès l'âge de 10 ans, puisque Theodor Herzl était enterré à Vienne, il y avait un défilé devant sa tombe. Et à l'âge de 10 ans, avec une organisation sioniste dont je faisais partie, nous allions rendre hommage à Theodor Herzl sur sa tombe. Et sur les chemins du retour, notre petit groupe s'était fait attaquer, agresser, et les plus âgés s'étaient fait frapper. Et tout en appelant au secours, personne ne s'est manifesté, personne n'est venu à notre aide. Ni police, bien entendu, pas davantage les personnes civiles qui passaient et qui détournaient leur tête. Vous disiez que vous apparteniez à un groupe de sionistes. Vos parents étaient militants? Mon père était militant. Il était militant sioniste. Et je l'ai toujours connu, militant. Et donc, lorsqu'il y a eu l'entrée des troupes allemandes et l'annexion, comment a changé la vie pour vous? Eh bien, brutalement, parce que, bon, il faut raconter alors toute l'histoire de l'occupation de Vienne par les nazis. Tout d'abord, une population qui est devenue très, comment dirais-je, très manifestement antisémite, et ont manifesté leur antisémitisme d'une façon journalière. À l'école, bien entendu, nous avons été, au bout de peu de temps, donc obligés, après avoir été ramenés sur les dernières rangées de notre classe, nous avons dû quitter l'école. Ensuite, sur les bancs publics dans notre jardin, celui où je me rendais généralement, où je passais tous mes moments de libre, et bien sur les bancs, il y avait des inscriptions interdites aux juifs et aux chiens, ou réservées aux ariens. Ensuite, dès l'arrivée des nazis, on obligeait les femmes, en particulier, se sont attachées ou attaquées aux bourgeoises pour devoir nettoyer les trottoirs et les rues qui étaient pleins d'inscriptions, puisque le chancelier Schuschnigg, avant l'Anschluss, avait suggéré un référendum pour demander aux Autrichiens si oui ou non ils acceptaient l'annexion. Et évidemment, à l'affaire de cela, il y avait une propagande qui était faite sous forme de papillons collés sur les murs, etc. Donc toutes ces manifestations anti-nazis, ce sont les Juifs et les Juives qui devaient l'arracher publiquement. Et la population, je dirais presque la populace, entourait ces gens, ces Juifs, en riant, en se moquant bien sûr d'eux, et c'était une manifestation dégradante. Pour l'époque, c'était les débuts. Nous ne savions pas que nous allons connaître pire. Ce sont des scènes que vous avez vécues, C'est des scènes que j'ai vécues, puisque ma mère en était une de celles qui devait un jour descendre dans la rue pour nettoyer les rues avec un seau d'eau et une brosse pour arracher les papiers et laver les inscriptions qui y figuraient. Et votre père a conservé son travail Non, mon père a cessé très rapidement et finalement, il était arrêté une première fois au mois de septembre 1938 et une deuxième fois le fameux 10 novembre, la nuit du cristal. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé de partir. Bien, c'est-à-dire que là, nous nous sommes rendus compte qu'aucune attente n'était possible dans les conditions dans lesquelles nous vivions, et que ça ne pouvait que s'aggraver, en fait. Donc vous êtes parti
à quatre, je veux dire. Alors, nous sommes partis à 4, c'est-à-dire mes parents et ma sœur et moi-même. Avec regret, nous avons dû laisser ma grand-mère, qui avait à l'époque 74 ans, nous l'avons laissée à Vienne, dans une famille, une autre famille juive qui était contrainte de rester. Et avec l'espoir, bien entendu, que nous pourrions la faire venir ultérieurement en Belgique, puisque c'était les lieux de destination que nous sommes, comment dire, que nous avons choisis. Vous avez choisi la Belgique, pourquoi? Parce que c'était les plus proches, parce que nous avions des amis qui y étaient, et parce que ils ont pu nous donner des indications très précises de quelle manière nous pouvions traverser la frontière germano-belge. Donc c'était une raison, et ensuite nous savions qu'une fois arrivés à Bruxelles, où ils habitaient déjà, eh bien nous trouvons un appui auprès d'eux. Vous avez passé la frontière de quelle manière? Par des passeurs? Eh bien, non, pas du tout. Nous avons justement, grâce à ce dessin qu'il nous avait envoyé, nous avons pu, en partant de Vienne en train jusqu'à Cologne, de Cologne jusqu'à Aix-la-Chapelle, et à Aix-la-Chapelle, nous avons pris un tramway, et ensuite, c'est à pied. En fonction de ce dessin que nous avons reçu, nous avons tenté la traversée, qui était interrompue une première fois. Mais comme nos papiers autrichiens étaient en règle, nous avions un passeport rigoureusement valable, ce qui prouvait que nous étions redevables au fisc autrichien. Eh bien, en fait, il n'y avait rien qui pouvait nous interdire de quitter l'Autriche, quitter l'Allemagne. Le problème était de pouvoir entrer en Belgique. Mais enfin, cette entrée s'était faite très facilement. Et très rapidement, nous avons pu rejoindre Bruxelles. Vous avez donc trouvé un logement à Bruxelles? À Bruxelles, nous avons été hébergés justement par ses amis et pour les premières nuits, et nous avons trouvé très rapidement un appartement à Bruxelles qui était assez confortable et agréable, tout au moins compte tenu de nos moyens, mais qui était dans un quartier sympathique, et nous avons pu nous y installer. Mon père avait réussi, je ne saurais vous dire par quel moyen, faire venir ou faire expédier de Vienne quelques centaines de kilos d'effets privés, d'effets personnels, que nous avons reçus, déballés en train dans cet appartement, et donc nous nous sommes plus ou moins installés comme des réfugiés, bien sûr, en Belgique. Et là, j'ai eu la chance assez exceptionnelle d'être accepté dans une école spécifique, une école qui était réservée aux enfants juifs, des enfants réfugiés d'Allemagne ou d'Autriche. Cette école, je dis une chance parce que cette école était réservée pour une centaine d'élèves seulement. Et nous avions d'excellents professeurs, parfois des professeurs d'université qui enseignaient dans cette école, qui en fait étaient rigoureusement prévus pour des réfugiés, puisque nous apprenions en tant que langue étrangère le français, l'anglais et l'espagnol, parce qu'on ne savait pas quelle va être notre destination finale. En même temps, on apprenait les dessins, les mathématiques, un peu de métallurgie, enfin bref, un certain nombre une école technique, un collège technique, une sorte de collège technique. Et donc ça, vous avez suivi ces cours jusqu'à... Jusqu'au mois de mai 1940, c'est-à-dire jusqu'au moment où les Allemands ont attaqué la France par la Belgique et la Hollande, puisque la ligne Maginot rendait le passage plus difficile. Eh bien, jusque-là, nous sommes restés là, tranquilles, rassurés par la propagande que nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, que l'aviation française est évidemment très puissante, que la ligne Maginot est invincible. Alors tout cela nous a rassurés, donc, puisque la guerre était déclarée en réalité depuis septembre 1939. Eh bien, on se sentait plutôt en sécurité. Et ce n'est qu'à partir du moment où on a appris les passages des Allemands par la Belgique et la Hollande et les bombardements qui s'en suivaient, nous avons décidé, comme nous l'avons pu faire à d'autres,
de quitter Bruxelles pour nous rendre à Paris. Mais nous ne sommes jamais arrivés à Paris, puisque ce même train nous a amenés directement, au bout de quelques jours, à Revel, dans le sud-ouest de la France, près de Toulouse. Nous étions 1 millier de réfugiés dans ce train, dont une majorité, il faut bien le dire, était composée de Juifs. Vous êtes installé, si j'ose dire, enfin vous êtes arrivé à Revel, et comment ça s'est passé à Revel? Eh bien, à Revel, c'est un tout petit village qui était encore presque moyenâgeux, je dirais, à l'époque. Et nous avons été très bien accueillis. Pour les villageois, nous étions un peu quelque chose de particulier, parce que c'est des gens de la ville. Et on avait donc une sorte d'aura très particulier, puisque très souvent à Revel, on trouvait des gens, notamment dans la couche la plus âgée, eh bien, qui n'ont jamais quitté Revel, qui n'ont même pas fait les 50 kilomètres qui les séparaient de Toulouse. Eh bien, voir des gens qui arrivent de la ville, c'était une curiosité. Donc on était accueillis à la gare, et là, dès notre arrivée, il y a une femme, une revelloise, qui s'est approchée de mes parents pour demander de m'héberger, parce qu'en réalité, la majorité des réfugiés étaient hébergés dans des granges sur la paille. Et bien, moi, ils ont demandé, enfin, cette femme a demandé à ma mère si je l'autorise de dormir dans la chambre de son fils. Et à partir de là, moi, je n'ai jamais couché dans dans ces granges. Et très rapidement, ma sœur a pu me rejoindre. Et ensuite, nous avons fait connaissance des voisins là où elle habitait, et qui nous ont accueillis, et nous avons pu vivre d'une façon plus convenable dans un appartement qui nous était loué par des paysans, et qui même se sont retirés dans une partie moins sympathique, en disant que les gens de la ville, bien, il faut leur donner la plus belle partie de l'appartement. Et la vie s'est un peu organisée à Revel? La vie s'était organisée. J'avoue que pour moi, c'était un changement considérable, parce qu'entre Vienne et Revel, il y a quand même une différence importante. Et cette vie dans le village était d'autant plus sympathique que je m'occupais du jardin, je m'occupais enfin d'un certain nombre de travaux domestiques. Vous n'alliez plus à l'école? Non, pas encore. Je n'y allais plus. Et donc pour moi, c'était une expérience sympathique, parce que les jardinages, tout cela, c'était tout à fait nouveau pour moi. Je m'en occupais d'autant plus que les pères des familles de cette famille étaient prisonniers de guerre, et par conséquent, c'était uniquement des femmes qui s'en occupaient. Alors je pouvais leur apporter une aide qu'elles ont pu apprécier. Alors là, nous sommes restés relativement peu, puisque vers la fin de l'année, nous avons été invités, je dis bien invités, de quitter Revel pour un camp de famille, je dis ça entre guillemets, puisque c'est le propos qui nous ont été tenus, et qui en réalité n'était plus ni moins un camp de concentration, mais enfin je voudrais épargner ces termes à ce camp d'Agde où nous avons été amenés, parce que j'ai connu quand même les véritables camps de concentration, mais en réalité c'était un camp de concentration, puisque les hommes étaient séparés des femmes, nous étions gardés par la garde mobile, entourés des fils de fer barbelés, nous habitions dans des baraques et dans une hygiène innommable, la nourriture en dessous du minimum, bref, des conditions de vie des camps de concentration. Et ce qui était évidemment qui affectait le plus ma mère, c'est que nous étions séparés. Mon père étant tombé malade, était transporté dans un hôpital à Béziers. Ma sœur, qui était volontaire, s'est portée volontaire comme infirmière, est tombée malade à son tour. Elle a été hospitalisée à Montpellier. Moi, j'étais dans les camps des hommes et ma mère dans les camps des femmes. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu comment la famille a été éclatée, et qui était vraiment le désespoir de ma mère, qui a tout fait pour qu'on reste ensemble. Et
C'était un camp où il y avait... C'est le camp d'Agde, comme il en existe dans le sud-ouest de la France, un grand nombre de camps. Je pense que c'est connu, enfin, c'est peu connu par les Français parce qu'on n'en fait pas autour beaucoup de publicité, mais il y avait énormément de camps. Il y avait Agde, Rivesaltes, Gurs et tant d'autres, Noé encore, qui étaient des camps qui étaient initialement, je pense, sous la Troisième République, construits pour les réfugiés d'Espagne, espagnols, et qui finalement ont servi pour les ennemis de la République. Les ennemis de la République étaient pour l'essentiel composés des réfugiés juifs d'Allemagne et d'Autriche. C'était essentiellement dans ce camp des réfugiés juifs d'Allemagne et d'Autriche. À Agde, il y avait encore des républicains espagnols qui avaient encore des blessures qui n'étaient pas guéries depuis leur combat en Espagne. Mais en dehors de ces réfugiés espagnols, c'était essentiellement composé des Juifs. Des Juifs qui venaient d'Allemagne et d'Autriche? D'Allemagne et d'Autriche, il y avait probablement d'autres, mais je ne pourrais pas vous dire quelle était exactement leur nationalité. Mais enfin, c'était pour l'essentiel réservé à cette catégorie de personnes. Et alors vous, dans ce camp, vous ne faisiez rien, vous n'aviez rien à y faire? Il n'y avait pas grand-chose à faire, sinon tenter de rejoindre ma mère de temps à autre, ce que j'ai essayé de faire. Mais un jour, j'étais attrapé par un garde mobile qui a pointé son fusil sur mon ventre en disant « fous le camp ou je te tire dessus », ce qui évidemment n'était pas très encourageant. Alors donc la seule idée qui nous habitait était en fait rejoindre ma mère et quitter les camps par tous les moyens. Alors c'est ce que nous avons réussi à faire finalement, et c'est grâce à une des habitantes de Revel, de ce petit village, qui nous avait pris en amitié, que nous avons pu retourner à Revel. Et ainsi, sur le grand nombre de réfugiés qui habitaient à Revel, eh bien, il y avait quelques familles qui ont pu revenir et s'y installer. Comment ça s'est passé concrètement? Concrètement, il a écrit au préfet une lettre tout à fait émouvante, d'autant que son mari venait de mourir et qui était un grand invalide de la guerre 14-18, et qui a donc écrit dans quelques termes en disant si mon mari aurait su comment la France traite des réfugiés, etc., il aurait eu honte etc. Enfin bref, elle a choisi des termes assez émouvants et a pu, si je peux dire, influencer la décision de la préfecture. Et donc vous êtes retourné? Alors nous avons reçu en fait une assignation en résidence surveillée à Revel. Mais a priori, nous ne voyons pas d'inconvénient parce que être assigné ou que nous habitions sans assignation, de toute façon, nous n'avons pas les moyens de locomotion. Et à vrai dire, nous avons manqué d'initiative aussi. Enfin, quand je dis nous, c'est pour l'essentiel mes parents et tous les gens que nous connaissions, pour essayer de quitter la France d'une façon générale, comme certains ont pu et su le faire. Bien, nous sommes restés convaincus, compte tenu que nous étions en zone libre, que les choses vont durer jusqu'à la fin de la guerre et que nous serons ainsi à l'abri. Donc vous n'avez jamais cherché ni à partir, ni à vous cacher? Non, non, nous n'avions pas même pensé, songé à nous cacher, car jusqu'à mon arrestation, en fait, nous n'avions pas senti peser la menace sur nous. Il faut quand même ajouter aussi que nous étions peu informés de la réalité de ce qui se passait en zone libre, pour plusieurs raisons. D'abord parce que à l'époque, le seul moyen d'apprendre quelque chose, c'était la radio. La radio, nous n'avions pas. Donc mon père allait écouter la radio chez un officier démobilisé, et on écoutait surtout Londres. Et ma foi, on n'avait pas beaucoup d'informations qui auraient pu vraiment d'une façon directe nous intéresser. Et ensuite, ce n'était pas la préoccupation de la radio de parler du sort des Juifs. Quant aux journaux, mes parents ne parlant pas français, moi relativement peu,
ou mal, eh bien, nous n'avions pas de quotidien qui aurait pu nous informer. Et ensuite, nous n'avions pas de contact avec la communauté juive de Toulouse, par exemple, qui aurait peut-être pu nous donner quelques indications. C'était en devenir en 1942, en zone libre. Il n'y avait pas encore vraiment une action développée en matière de résistance juive. C'est ce qui est venu après notre arrestation. Et donc votre arrestation a eu lieu? L'arrestation a eu lieu le 26 août 1942. Je pense que c'était consécutif à l'arrestation des Veldives, où la police n'a pas réussi à réunir le nombre de 20 000 juifs que les Allemands avaient exigé. Et Laval, à ce moment, a autorisé que les juifs étrangers, notamment, puissent être ajoutés sur la liste des déportations. Et c'est ainsi que nous avons été arrêtés brutalement un matin par des gendarmes du village en nous embarquant pour un autre camp. Et dès là, nous avons rejoint Drancy pour la suite. C'est-à-dire que les gendarmes vous ont arrêté, votre père, toute Alors, la famille? les gendarmes ont arrêté d'abord mon père, ma mère et ma sœur. Moi, je me suis évadé parce que mon père pensait que, étant donné qu'il était déjà malade, il ne va pas être arrêté, que finalement, on supposait qu'il essaye de ramasser des jeunes gens pour construire le mur d'Atlantique. Donc, étant dans l'âge de 16 ans, on imaginait que je pouvais être éventuellement victime de ce type d'arrestation. Donc, conseillé par mon père, j'ai quitté l'appartement et comme cet immeuble, enfin l'immeuble où nous habitions, avait 2 issues, j'ai pu finalement, voyant que ça dure et que les gendarmes étaient toujours là au bout d'une heure, j'ai pu m'enfuir. Mais malheureusement, ce que j'ai appris plus tard, mais ce serait trop long à vous raconter, je pense qu'il faudrait se reporter à mon livre pour avoir les détails, a touché mon lit et il a trouvé que le lit était chaud. Donc il savait très bien que je n'étais pas très loin. Et comme quitter le village n'était pas évident, puisqu'il n'y avait qu'une Micheline qui partait pour Toulouse le matin et quelques autobus qui faisaient la liaison entre les différentes villes, eh bien, n'ayant pris ni ces autobus ni la Micheline, donc je ne pouvais être que dans ce petit village. Donc ils ont vite fait les tours. Sans parler que ma sœur sans les bouloirs, ayant insisté d'avoir la visite du médecin pour qu'il confirme que mon père n'est pas transportable, a tellement insisté pour avoir la visite de ce médecin-là et non pas un autre, parce qu'il disait, si vous voulez, on peut faire appel à un médecin de la gendarmerie, que le gendarme s'est dit, tiens, ce médecin doit peut-être savoir quelque chose. Et effectivement, c'est là qu'il m'a trouvé. Enfin, il y a plus de détails à raconter, mais je crois que ce serait trop long de vous raconter tout de même tous les détails minute par minute. Et donc, vous êtes retrouvé, toute votre famille? Finalement, les gendarmes m'ont attrapé chez ce médecin, où je l'attendais, parce que malheureusement, il n'était pas chez lui. Et donc, ils m'ont arrêté quelques heures plus tard, évidemment en se fâchant contre moi, et m'ont ramené ce qu'on appelle le panier à salade, puisque c'était la voiture de la gendarmerie, à 10 km plus loin, parce que pendant ce temps-là, ils ont continué à arrêter des juifs qui étaient dans les environs. Et ils ont arrêté donc ce car jusqu'à ce que je puisse rejoindre mes parents. Au grand désespoir, d'ailleurs, de mes parents, bien sûr. Vous êtes donc, vous étiez ensemble, vous êtes arrivés ensemble à Alors, Drancy? nous sommes arrivés ensemble au camp des Noués, où là, nous avons été séparés entre hommes et femmes. Nous sommes restés relativement peu de temps, mais avec un accueil du commandant du camp tellement sévère et tellement dur, en disant qu'il tirerait à vue pour toute personne qui tenterait de s'évader, que cette idée, on a abandonné, parce que finalement, lorsqu'on est en famille, il est évidemment difficile de prendre des initiatives. Donc nous sommes restés là, et encore une fois, nous ne savions pas jusqu'où ça va nous amener. On ne connaissait pas la suite, on ne pouvait pas la deviner. Quand vous êtes arrivé à Drancy, vous avez commencé à... Bien, c'est-à-dire, arrivé à Drancy, effectivement, la vie à Drancy, l'atmosphère de Drancy
était déjà plus, mettons, donnait déjà une idée bien sûr de ce que ça pouvait être. Effectivement, à l'arrivée, nous apprenions qu'il y avait des transports, des gens qui partaient régulièrement dans des conditions difficiles. Les gens à Drancy vivaient dans des conditions abominables. Et l'atmosphère était évidemment extrêmement pénible et difficile. Et donc, on pouvait bien imaginer que ce que nous attendait n'allait pas être mieux. Et c'est ainsi d'ailleurs que décrescendo, au fur et à mesure que les temps avançaient, au fur et à mesure la situation devenait de plus en plus difficile. Vous êtes resté combien de temps à Drancy? Quelques jours. Quelques jours. Pas beaucoup. Juste assez pour quand même relever sur les murs des inscriptions dont deux m'ont particulièrement frappé. L'une qui disait « Lorsqu'il n'y a plus rien à espérer, c'est là qu'il ne faut pas désespérer ». Et une deuxième « On entre, on crie et c'est la vie, on crie, on sort et c'est la mort ». J'avoue, pour un jeune garçon que j'étais, ces inscriptions m'ont quand même ébranlé et m'ont laissé un peu prévoir ou pressentir que l'avenir va être difficile. Mais nous étions ensemble, eh bien, nous attendions, et c'est là, au bout de quelques jours, que nous avons été donc exactement les 4 septembre, puisque nous étions arrêtés le 26 août, donc entre Noé, il restait quelques jours à Noé et quelques jours à Drancy. Les 4 septembre, nous avons été chargés dans le train, qui était le transport numéro 28, qui nous amenait donc vers l'intérieur de l'Allemagne. Je voudrais tout de même ajouter une chose, ce qu'à Noé, sur la liste des gens qui devaient partir pour Drancy, il n'y a figuré que le nom de ma sœur et moi. Ni mon père, ni ma mère n'étaient désignés pour partir avec nous. Et effectivement, c'est sur l'insistance de mon père que ma mère préférait nous accompagner, ne voulant pas laisser partir ses enfants. J'avais à l'époque un peu plus de 17 ans et ma sœur 18 ans et demi. Et mon père est resté dans les camps, ce qui fait d'ailleurs qu'il est mort en France peu de temps après. Et ma mère était donc quasiment partie volontairement pour ne pas abandonner les enfants à un sort inconnu. Votre père est resté? Il est resté dans les camps. Il a été ensuite autorisé de rejoindre un hôpital à Revel. Et c'est là où il est décédé 1 an plus tard. Mais d'après ce qu'on a pu me dire, il s'était plutôt laissé mourir parce qu'il semblerait qu'il était au courant de ce qui arrive aux Juifs et que toute cette situation juive, puisqu'il paraissait, d'après ce qu'il m'a été dit, il était très fréquemment accroché à la radio de Londres pour écouter des nouvelles, pour avoir des informations, le maximum d'informations. Il semblerait donc qu'il était en possession des informations et qu'il était désespéré de nous savoir dans une situation difficile, sans savoir exactement quoi d'ailleurs. Donc vous êtes retrouvés, vous, votre sœur et votre mère, dans ce même convoi? Nous nous sommes trouvés dans ce même convoi. Et là, au bout de quelques jours, nous avons été arrêtés au milieu d'un race-campagne à Cosel, ce dont d'autres déportés ou survivants pourront peut-être vous parler, et où les Allemands, ayant ouvert avec fracas les portières de ces wagons plombés où nous étions entassés sur la paille, mélangés hommes, femmes, enfants, vieillards, nourrissons, malades, etc., dans des conditions lamentables, eh bien, la porte s'est ouverte et les SS ont crié, des hommes de 18 à 40 ans descendaient. Quand je dis descendre, c'est-à-dire on n'est pas sur un quai, hein, on était en race campagne, il fallait sauter à 1,50 m ou peut-être un peu plus pour se retrouver par terre, mais je me suis arraché à ma mère qui ne voulait pas qu'en fait je parte avec des gens de 18 ans puisque je ne les avais pas encore. Mais moi je ne préférais, très certainement par instinct, je préférais rester avec les hommes valides que de rester avec les femmes, les enfants et les vieillards. J'ai donc rejoint ce groupe, il y a environ 250 personnes
qui sont descendus de ce train et le train ensuite a continué son chemin alors que nous avons été amenés dans des camps de travaux forcés. Ce n'est qu'un an plus tard que j'ai appris que le véritable sort des personnes qui sont restées dans les trains, c'est que lorsque j'ai fait connaissance physiquement, si je peux dire, avec Birkenau, puisque pendant un an, je me suis trouvé dans des camps de travaux forcés, dans 2 camps de travaux forcés différents, Tarnowitz et Chopinitz. Et ce n'est qu'au bout d'1 an, on nous a amenés à Birkenau. Et c'est là où, voyant les cheminées qui fumaient, etc., que j'ai appris le sort qui était en fait réservé aux gens malades, aux personnes qui arrivent et dont on n'a pas besoin de la main-d'œuvre, et qui ont été gazés donc dès leur arrivée brûlés. C'était évidemment un moment difficile, joint à cette brutale introduction dans le camp de Birkenau, tatouage, etc., etc. Enfin, ça, c'est les chapitres de camp. Dont on va reparler. Donc là, vous étiez dans votre premier camp, qui était un camp de travail qui était... Qui était un camp de travail, nous sortions de travailler tous les jours. À quel endroit c'était? Tarnowitz, en Haute-Silésie, qui était en fait, faisait partie des camps satellites d'Auschwitz. En fait, il y avait autour d'Auschwitz un certain nombre de camps satellites qui étaient réservés pour des travaux à distance d'Auschwitz, c'est-à-dire à quelques dizaines de kilomètres, et qui faisaient des travaux, c'est-à-dire loués à des entreprises allemandes. Et en l'occurrence, j'étais en charge de m'occuper des rails des chemins de fer, etc. Enfin, bref, des réparations des lignes des chemins de fer. Et ensuite, à Chopinitz, c'était pour construire des ponts à des travaux très durs. Travaux très durs, dans des conditions... Dans des conditions difficiles, mais incomparables, évidemment, avec Birkenau. C'est-à-dire, nous avions d'abord encore de l'espoir, bien qu'évidemment très découragés. Seuls les malades qui, évidemment, disparaissaient, soi-disant qu'on les envoyait dans un sanatorium. Seuls quelques volontaires qui croyaient à ce sanatorium, eh bien, se sont proposés, épuisés, fatigués d'y aller, ce que moi je ne croyais pas, vu que mes connaissances des Allemands m'incitaient guère à croire à leurs propos. Et donc j'ai essayé de lutter jusqu'au bout et de me maintenir. Et il faut dire que mon âge et ma santé m'ont permis de surmonter l'effroi, la faim, d'éviter au maximum les coups. Et donc c'était, je dis bien relativement, pendant un certain laps de temps, c'était vivable. Et vous avez été transféré à Birkenau à quel moment? Je suis arrivé à Birkenau en novembre 1943, et là, tout a changé, tout a basculé. En fait, c'était les drames dans toute sa vision. Nous avions pu prendre conscience de la réalité du sort qui nous est réservé. Et c'était un chapitre évidemment très difficile, pénible et désespérant. Une situation dans cette quarantaine qui était à peine imaginable, les gens habillés dans des pyjamas, la façon dont on a été tatoué en nous disant que nous n'avons plus à nous servir de notre nom, que dorénavant nous allons être appelés par notre numéro que nous devions inscrire sur notre veste et sur notre pantalon. La nourriture qui était alors de loin inférieure de ce que nous pouvions avoir dans les camps de travail. La perspective de chambres à gaz et de faux crématoires avec les sélections auxquelles ont été soumis tous les nouveaux arrivants, les travaux extrêmement durs et pénibles, à la fois physiquement et moralement,
faisait que les gens mouraient comme des mouches. Qu'est-ce que vous faisiez comme travaux? Pardon. Mais je vous demandais quel travail vous faisiez, par exemple, à Birkenau? Eh bien, moi, je n'ai pas travaillé à Birkenau parce que pratiquement, dès le lendemain, j'ai entendu qu'on cherchait des spécialistes de la métallurgie et en désespoir des causes, je me suis présenté comme tel. Mais j'ai vu les autres, ceux qui m'ont précédé, qui travaillaient à transporter des pierres d'un tas à un autre et retour, c'est-à-dire sans objectif, sans intérêt, uniquement pour les fatiguer, pour les épuiser et pour justement leur montrer qu'ils étaient inutiles, c'est-à-dire que ils étaient en fait, ils n'étaient pas traités comme des hommes, ils faisaient partie d'une technique de déshumanisation. Et tout était bon pour cela, donc y compris les tatouages, y compris la façon dont nous avons été chassés, battus, et la façon dont nous étions hébergés. En fait, tout contribuait à enlever aux individus l'essence de l'humain. Alors donc, c'était assez dramatique, sans parler de la façon dont ils nous ont habillés. C'est-à-dire ces pyjamas, ces chaussures à semelles des bois, sans chaussettes, avec ces chapeaux ridicules, rasés et affamés. Nous étions sans arrêt contraints à des appels, à des sélections, etc. Donc, à voir tout ça, je me suis dit, là, je ne tiendrai certainement pas pendant quelques jours. Et c'est pourquoi j'ai pris les risques de me présenter comme spécialiste de la métallurgie. Et à ma grande surprise, ayant passé un examen dans les camps, ils nous ont fait passer un examen, j'ai appris que l'officier de la société Siemens, qui a installé donc une usine suite des différents bombardements qui subissaient à Berlin, avait l'intention donc de construire une usine à côté d'Auschwitz en utilisant la main-d'œuvre extrêmement bon marché que les SS pouvaient leur fournir. Alors, cet homme de Siemens habillé en tenue militaire qui m'a interviewé, j'ai appris récemment qu'il avait à l'époque 30 ans, ce qui pour moi me paraissait quand même relativement âgé. Eh bien, cet officier à qui je me suis présenté, compte tenu que je parlais couramment l'allemand, que je comprenais parfaitement bien les questions qu'il me posait, bien que mes questions étaient totalement fausses, pratiquement pour l'essentiel des réponses aux questions posées, il m'avait accepté parmi les premiers groupes de 50 qui étaient considérés comme bons, comme spécialistes, et à partir de là, nous avons été transférés du camp de la quarantaine dans les camps de travail. Donc je n'ai pas connu les camps des quarantaines qui étaient un mouroir, hein. Enfin, était un peu plus mouroir que l'autre, mais enfin, malgré tout, l'autre, dans les camps de travail, nous sortions travailler, puisque pendant toute la durée pendant laquelle j'étais à Birkenau, eh bien, nous partions construire, ou plus exactement transformer, une usine de phosphore qui était à 8 km de Birkenau, qui s'appelait Boborek. Eh bien, nous la transformions pour en faire une usine de métallurgie. Et effectivement, quand cette usine était terminée, au mois de mai, nous avons été transférés dans ces camps, qui étaient donc à 8 km, et nous avons pu, ainsi j'ai pu quitter Birkenau, donc au terme d'un séjour de quelques mois, de 6 mois. Votre travail de spécialiste consistait à quoi? Eh bien, comme tourneur. Donc, pour la petite histoire, quand il me dit quel est votre métier, j'avais entendu, pendant que j'attendais, je faisais la queue pour passer mon examen, il y avait un homme à côté qui disait qu'il était tourneur. Alors j'ai dit, moi je suis tourneur. Ça m'a donné une idée parce qu'effectivement, à Revel, j'ai passé devant un garage où j'ai vu un tour. Alors je dis, pourquoi j'aurais pas pu travailler comme tourneur? Ben, je suis tourneur. Et j'ai dit à cet Allemand, je suis tourneur sur fer. Il me dit, mais vous ne tournez que le fer. Ne comprenant pas le sens de sa question, je lui ai dit, non, je tourne tous les métaux. Il me dit, vous ne tournez que les métaux. Alors
Je dis, je tourne aussi les bois. Alors il me dit, vous êtes un bon tourneur, seulement c'est l'essence de ce propos n'est peut-être compris que par les germanophones, à savoir que d'être un bon tourneur, ce qui se dit en allemand dreher, ce qui veut dire un peu débrouillard, dans un autre sens, et que vous êtes bon débrouillard. Bien entendu, je fais semblant de ne pas comprendre. Je dis non, je ne suis pas bon tourneur, je n'ai travaillé que pendant 1 an. Et je ne sais pas, c'est probablement l'ensemble des réponses qui lui ont paru valables. J'ai pu apprendre, mais là, faisons un saut, hein. Après la libération, ayant été témoin à un procès de Francfort, ayant pu prendre contact avec cet Allemand, ou plus exactement l'inverse, cet Allemand a pris contact avec moi parce que je l'avais traité d'SS et cité comme témoin contre la personne qui était accusée. Eh bien, et quand je lui ai demandé quel était son choix, son critère de choix à cette époque, eh bien, il m'a dit une chose assez énorme. Il m'a dit, je ne vous ai pas choisi pour ce que vous étiez, je vous ai choisi pour ce que je pouvais faire de vous. Nous sommes en 56, là, donc bien après la guerre. Moi qui espérais qu'il va me dire qu'il voulait m'aider à survivre, qu'il voulait m'apporter enfin, de l'aide, eh bien, il m'a simplement répondu d'une façon honnête, c'est ça son mérite, qu'il m'a choisi non pas pour ce que j'étais, mais pour ce que je pouvais, ce qu'il pouvait en faire de moi. Et il m'a dit, eh bien, pour preuve, vous êtes devenu un bon tourneur. Effectivement, je suis devenu un bon tourneur parce que la première pièce que j'ai eu à tourner, avec beaucoup de mal, je me suis trompé de 10 mm. Ce qui est tout de même pour un tourneur un peu gros. Alors là-dessus, le responsable allemand m'a dit, une deuxième erreur et tu retournes à Birkenau. Et devant cette menace, il est évident que je me suis appliqué à faire très attention et à chaque fois que les Allemands s'éloignaient, je demandais à mes voisins des explications, comment faire, ceci ou cela. Et finalement, j'ai réussi à faire le travail des tourneurs tant bien que mal. Et entre le moment où vous étiez au travail, le retour, vous étiez logé de quelle manière? Eh bien, nous étions, dès lors que nous avons été transportés à Bobrek, il y avait déjà une baraque réservée aux détenus, et donc il y avait un camp réservé aux détenus, il y avait une salle d'eau, il y avait une cuisine réservée, et nous ne retournions plus à Birkenau, nous restions à demeure à Bourbeck. Il y avait environ 218 hommes et 38 femmes, bien sûr séparés, bien sûr, et les conditions de vie étaient évidemment de loin différentes que ce que nous avons pu connaître avant. On travaillait 12 heures par jour seulement, et pas 35 heures. Nous travaillions 12 heures par jour et un dimanche sur 2, nous étions même libres de ne pas travailler. De plus, bon, les appels, ce qui était quelque chose de mortel à Birkenau, eh bien, étaient d'une durée à peu près normale dans ces camps, d'autant qu'on était peu nombreux, et que les gens ne mouraient pas comme ça, parce qu'à Birkenau, les gens mouraient durant l'appel, pendant des heures pendant lesquelles ils restaient debout. Ils arrivaient déjà parfois dans un état tel qu'il fallait les soutenir pour qu'ils se tiennent debout. Eh bien, à Bobrek, évidemment, nous étions nettement mieux lotis. Il était vrai également que nous étions légèrement mieux nourris et mieux habillés, c'est-à-dire nous avions au-dessus de nos vêtements de pyjama un manteau, par exemple. Et quand on pouvait se procurer par un moyen quelconque quelque chose d'un pull au vert, on le mettait, on n'avait pas peur de se faire battre en raison de la possession d'un objet interdit. Et dans cette usine, il n'y avait que des déportés, ou il y avait également des... Il y avait des déportés et il y avait des surveillants qui venaient de Siemens, c'est-à-dire de responsables de Siemens qui distribuaient le travail, contrôlaient le travail qu'on rendait, etc., enfin qui s'occupaient de l'organisation à proprement parler. Vous aviez des contacts de quelle nature avec eux? Bien,
Personnellement, j'avais un contact avec un de ces responsables qui était assez bon. Il était plutôt un homme âgé. Et mes relations étaient avec lui très convenables. Enfin, il ne me donnait rien, mais il m'encourageait par des mots en disant « T'inquiète pas, ça ira, etc. » Parce qu'à la dernière minute, il m'a dit « Mais est-ce que vous êtes vraiment tourneur ou pas ?» Alors, à la veille donc d'intégrer l'usine, j'ai dû évidemment avouer la vérité parce que je me rendais bien compte que ça ne servait plus à rien à raconter des mensonges. Je lui ai dit, je n'étais pas tourneur. Il me dit, alors ne vous inquiétez pas, ça ira. Et c'était des paroles, des grandes valeurs à l'époque. Vous êtes resté combien de temps dans ce camp Eh bien, dans les camps de Bobrek, nous sommes restés donc à partir du mois de mai jusqu'en janvier 1945. Donc mai 44 jusqu'en janvier 45. Évidemment, dans l'intervalle quand même, nous n'avons pas échappé à une des plus grandes sélections d'Auschwitz qui a eu lieu le 1er janvier 1944. Mais il faut bien ajouter que les gens qui étaient destinés à être brûlés le lendemain et qui faisaient partie du groupe de Siemens ont été libérés sur intervention de Siemens. Donc, en fait, nous ne savions pas que nous étions en quelque sorte protégés parce que nous pouvions être utiles à la production militaire allemande. Donc, c'était tout de même déjà une solution. Ceci étant, quand même, sur les 50 sélectionnés, eh bien, je crois que nous sommes restés une vingtaine au mois de mai pour intégrer l'usine de mois de mai, parce qu'entre les typhoïdes, entre les coups, les blessures, le froid, la faim, il y a quand même beaucoup de gens qui mouraient. Et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé en 1945 Eh bien, le fameux 18 janvier 1945, on a évacué les camps notre camp, en même temps que Birkenau, en même temps que Monowitz, enfin les camps attenants, enfin faisant partie d'Auschwitz. Et on nous a fait faire la marche, ce qu'on appelle la marche de la mort, c'est-à-dire environ 70 kilomètres que nous devions parcourir dans la neige, dans les froids, pour atteindre un autre camp qui s'appelait Gleiwitz. Et durant cette marche, évidemment, beaucoup de gens mouraient, et ceux qui s'effondraient simplement parce qu'ils n'en pouvaient plus, eh bien, les Allemands les achevaient. Alors, et d'autres qui étaient du pays, et il y avait eu quelques-uns qui ont tenté de s'évader, et je crois que même il y en a que je connais, en tous les cas, plusieurs qui ont réussi cette évasion. Parce qu'effectivement, les troupes soviétiques étaient à proximité, et par conséquent, il s'agissait de passer quelques jours, et ça pouvait réussir. Et pour preuve, c'est que moi-même, après Gleiwitz, lorsqu'on nous a chassés dans des wagons pour nous amener vers l'intérieur de l'Allemagne, des wagons qui étaient à toit ouvert, des wagons à charbon, eh bien, j'ai réussi à sauter de ce wagon et également de me sauver et de rejoindre, après quelques jours, la frontière germano-soviétique. Pendant cette marche de la mort, vous aviez des amis, vous étiez... Bien sûr, nous sommes restés groupés, si je puis dire, de notre camp. Personnellement, je me suis surtout occupé d'une jeune fille belge qui était sur le point d'abandonner. J'ai essayé de l'encourager, de la traîner, si je puis dire, jusqu'à Gleiwitz, ce qui m'a réussi puisqu'elle a survécu, ce que j'ai appris après la guerre. Et comme ça, il y a quelques-uns qui ont pu aider d'autres. Et sur notre camp, nous étions quand même dans des conditions meilleures que des conditions de ceux qui quittaient la quarantaine ou autres. Donc nous avons quand même été quelques-uns qui ont réussi à survivre. Vous êtes resté dans ce camp jusqu'à... À Gleiwitz, on est resté pendant deux nuits. Et après, on nous a immédiatement mis dans des trains pour nous amener vers l'intérieur de l'Allemagne. Moi, je ne suis pas resté très longtemps dans le train parce qu'au bout de quelques heures, j'imaginais, compte tenu de mon expérience
comment dirais-je, de mon expérience de camp et des Allemands, que rien de bon ne m'attendait. Et par conséquent, je voulais tenter de m'évader, parce que mourir pour mourir, je préférais mourir par une balle de fusil que de mourir achevé d'une autre manière. Donc pour moi, ça ne me présentait pas un risque extraordinaire, puisque en fait, la chance de survivre était tellement minime que je ne pouvais qu'augmenter cette chance. Alors c'est ce que j'ai fait. La chance est d'avoir encore quelques forces pour le faire, également. La chance, quelques forces, mais aussi la volonté peut-être de le faire. Parce qu'on est très rapidement paralysé, si vous voulez, parce que moi-même, d'ailleurs, je n'ai pas honte de l'avouer, que lorsque j'ai vu les trains partir, je me dis, tu as fait une bêtise, tu aurais dû rester avec tout le monde, tu aurais suivi les sorts de tout le monde. Et quand j'ai vu les feux rouges de l'arrière du train, eh bien, je me demandais si je pouvais encore courir et pour les rattraper. Enfin, c'était quelques fractions de secondes, ce sont quelques instants de réflexion, mais qui étaient chassés par les circonstances, puisque le train était parti, il fallait bien que je continue. Et heureusement, un autre de mes amis a sauté en même temps, et nous avons fait donc ce parcours à deux. C'était beaucoup plus facile à deux que tout seul. Ah, de toute évidence. De toute évidence. À deux, c'est plus facile, surtout lorsque les deux se connaissent, et c'est plus facile. Et dans mon cas particulier, c'était encore d'autant plus rendu facile qu'il était lui-même originaire de Pologne, il parlait donc le polonais, alors que moi je ne le parlais pas. Et si j'avais ouvert la bouche pour parler en allemand, c'était la catastrophe. Et en français, c'était assez difficile de se faire comprendre, même en baragouinant comme je l'ai fait à l'époque. Mais le fait qu'il était polonais, ça m'a beaucoup aidé, incontestablement. Comment ça s'est passé concrètement, cette évasion? Concrètement à Gleiwitz, ça s'est passé à Gleiwitz, et nous avons retraversé la ville de Gleiwitz en feu, parce que les Soviétiques l'avaient déjà libérée, et c'est là où la patrouille soviétique qui nous avait pris en charge sur leur voiture militaire nous ont déchargés en disant maintenant, faites ce que vous voulez, partez où vous voulez. Et nous sommes partis aussi vite que possible en direction de Cracovie, parce que nous craignions évidemment une poussée de l'armée allemande et qu'ils puissent nous rattraper. Et on avait dit, cette liberté que nous avons retrouvée, eh bien, on ne voulait pas la mettre en péril. Vous êtes partis à pied Nous sommes partis à pied, mais en fait, cette marche à pied ne nous a pas fait peur, parce que compte tenu des 70 km que nous avons fait pour Gleiwitz, les 80 km qui nous séparaient de Cracovie nous paraissaient une promenade aux Champs-Élysées. Hein. On vous a donné un peu à manger, on vous a... Bien, nous nous arrêtions dans les fermes pour mendier de quoi manger, pour dormir dans les fermes, dans des conditions qu'on voulait bien nous offrir, mais on n'était pas difficile. Hein. Donc on dormait sur la paille, on dormait dans les écuries, on dormait, enfin... là où on voulait bien nous héberger. Et bien entendu, à ce moment-là, tous ces gens-là que nous demandions s'ils étaient allemands ou polonais, ils disent maintenant nous sommes tous des polonais. Donc même lorsqu'ils étaient en fait originaires de Haute-Silésie, mais enfin ils avaient pratiquement tous connaissance de l'existence du camp d'Auschwitz. Le nom d'Auschwitz ne leur était pas inconnu. Et vous êtes donc arrivé à Cracovie ? Nous sommes arrivés à Cracovie et là nous avons repris un tout petit peu une vie à peu près. Qu'est-ce que vous avez fait en arrivant? En fait, ce qu'on pourrait dire en bon français, nous nous sommes débrouillés pour essayer de gagner un peu d'argent et nous habiller d'abord, puisqu'on était dans des... Vous avez toujours votre pyjama? Non, le pyjama, nous l'avons abandonné chez un paysan qui nous a donné des vêtements, mais qui étaient des loques. Eh bien, là, nous avons pu gagner quelques sous pour nous acheter des vêtements au marché de puces et manger, en tous les cas, pain à volonté, ce qui est tout de même énorme, du pain, des pommes de terre. Et donc, pour nous, c'était surtout la liberté qui était retrouvée, et ça n'avait pas de valeur. Dans quel état physique étiez-vous?
L'état physique était en rapport avec l'état moral. L'état moral étant très amélioré, il est évident que l'état physique s'était relativement rapidement rétabli. D'autant, encore une fois, j'avais quand même à peine 20 ans à cette époque-là. Donc à cet âge-là, on récupère également très vite. Donc ça allait assez rapidement. Je dois dire que le fait de travailler, de pouvoir manger, de dormir dans des conditions et de la tranquillité, si vous voulez, dont nous bénéficions, a été pour nous, nous a permis de remonter, enfin tout au moins cette première phase d'adaptation. Et vous êtes resté quelques jours à Cracovie, vous êtes resté quelques temps? Je suis resté à Cracovie jusqu'au mois d'avril, c'est-à-dire pratiquement de février, mars et avril. Très rapidement, je dis que j'étais français, afin de pouvoir bénéficier d'un éventuel rapatriement, ben, que le terme rapatriement n'était pas celui que j'aurais dû employer, enfin d'être ramené en France. Eh bien, j'ai donc dû intégrer une caserne réservée aux Français, où il y avait des prisonniers de guerre, des STO et autres, peu des déportés bien sûr. Et là, l'armée française a organisé le rapatriement, et le 15 avril, nous avons été amenés à Odessa. À Odessa, nous étions embarqués sur un bateau anglais, et je suis revenu en France pratiquement le 1er mai à Marseille. Arrivé par Marseille. Oui, ceci étant, j'avais un accueil quand même qui était un peu particulier, parce que quand l'officier sur le bateau a dit préparez vos papiers pour accélérer le débarquement, je pense que le moment était venu pour avouer la vérité, et je me suis présenté à lui en lui disant que je ne m'appelais pas Paul Crioll, ce que j'avais indiqué, et que je ne suis pas né à Revel, mais je m'appelle Paul Schaeffer et je suis né à Vienne. Mais pour revenir à Revel, qui était le point de départ de mon arrestation, j'ai donc raconté ce mensonge aux soviétiques, parce que sinon je n'aurais jamais pu revenir. Alors je me suis fait attraper très sérieusement, et arrivé à Marseille, j'étais accueilli par 2 gendarmes, ce qui fait que, en fait, ma déportation et mon retour s'étaient fait sous les signes de la gendarmerie. Vous n'êtes pas resté longtemps chez les gendarmes quand même? Non, non, parce qu'il y a un comité d'accueil juif qui a été appelé au secours, qui m'a interrogé, et très rapidement ont reconnu ma judicité, et là-dessus ils m'ont dit eh bien, Mazel et Bracha, tu peux partir. J'ai reçu un peu d'argent pour me rendre à Revel en train, et je suis retourné à Revel, espérant à l'époque que mon père serait encore en vie d'ailleurs. Et donc vous êtes retourné à Revel, et là, de là... Eh bien là, j'ai appris donc beaucoup de choses. À la fois, donc, en premier lieu, la mort de mon père. Ensuite, tout ce qui s'est passé pendant cette période. Et donc, au bout de 2 mois, je quittais Revel, parce que je ne pouvais quand même pas rester à la charge de ces personnes étrangères. Et je suis allé à Toulouse. Et là, j'ai commencé un peu à travailler, et assez rapidement, j'ai obtenu une bourse pour pouvoir reprendre mes études. Et j'ai donc repris mes études à Toulouse, en 1945. Donc, dès la première année scolaire, 1945. Et c'est là que j'ai fait connaissance de mon épouse. Vous aviez 21 ans? Et j'avais pas encore 21 ans, mais j'allais les avoir. Et je suis né à la fin de l'année. Donc, je me suis occupé, dès mon arrivée à Toulouse, d'une organisation de jeunesse sioniste. Et ça a été également un point favorable, parce que ça m'a permis de me retrouver parmi des gens qui me comprenaient mieux, alors que cette compréhension, nous ne l'avions pas fatalement par ailleurs. Et je pouvais parler et raconter, ça me paraissait nécessaire et utile, parce que c'était tout de même des propos à peu près incroyables, indicibles. Enfin, c'était quelque chose de, à l'époque encore, de très surprenant. Aujourd'hui, maintenant,
c'est rentré, enfin, on a pris l'habitude, et malheureusement, on prend l'habitude même des choses dramatiques, mais à l'époque, c'était à peine croyable tout ce que nous pouvions raconter. Commencez-vous à en parler immédiatement? J'ai commencé à en parler dans ce milieu immédiatement. Et bon, vous avez rencontré votre future femme. Dans hein. le cadre de cette organisation de jeunesse, j'ai rencontré ma future femme, si je peux dire, puisqu'elle faisait partie de cette organisation également, étant elle-même enfant de déportés. Et nous avons pu rester dans un milieu qui était en fait mon milieu propre. Et vous dites, en parler dans ce milieu-là, ça pouvait encore passer. Quand est-ce que vous avez commencé à en parler, je veux dire, en dehors même de... Eh bien, c'était pratiquement après l'apparition de négationnistes. C'est là où vraiment c'était un choc, parce que je me suis dit, si, pendant qu'il y a encore des survivants, il peut se trouver des hommes qui peuvent nier cette vérité manifeste, photographiée, vue par d'innombrables témoins, y compris des témoins allemands d'ailleurs. Eh bien, si on peut les contester à partir de là, eh bien, le devoir des survivants, c'est de témoigner aussi longtemps qu'ils le peuvent, de manière à enseigner ce que s'est passé, de manière à rappeler le drame qui s'est produit, la spécificité de la Shoah, de faire sentir aux jeunes le drame lorsqu'on perd le respect de l'autre, le manque de respect de l'homme en général. Eh bien, c'était tout de même un devoir important, et en fait que j'ai commencé, et au fur et à mesure que j'ai pratiqué ces témoignages, eh bien, j'étais encouragé par des courriers, par des lettres des enfants que j'ai déjà joint à la fin de mon livre, ou tout au moins je termine mon livre avec les dessins d'enfants, certains dessins d'enfants qui ont 10 ans, parce que les enfants de 10 ans n'écrivent pas, ils dessinent, ils s'expriment par des dessins, ensuite par des jeunes plus âgés, et des lettres des professeurs qui ont assisté à ces témoignages, et qui tendent à prouver que ces témoignages étaient incontestablement utiles. Tout au moins, c'est la promesse qu'ils me donnent, ou certains me donnent, en disant « nous n'oublierons pas, nous... communiquerons, nous ferons part de ce que vous avez vécu, etc. Enfin, il y a quelques lettres qui sont tout à fait exceptionnelles. Vous êtes retourné à Auschwitz? Non, je suis un de ceux qui n'est pas retourné. Je devais retourner maintenant pour le 60e anniversaire de la libération, mais dans l'intervalle, malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé, et mon cardiologue m'a très sérieusement suggéré de ne pas y aller, et je ne voulais pas non plus imposer un tel voyage à ma famille, à mon entourage, à ma femme en particulier, car ça aurait été pour elle une épreuve le temps que je revienne. Et ma foi, j'y étais déjà une fois, ça m'a largement suffi. Hein. Je sais qu'il y a des courageux camarades qui retournent, c'est-à-dire qu'à vrai dire, quand ils sont retournés 2 fois, 3 fois, après c'est un pèlerinage que les gens font souvent dans les cimetières, et on s'habitue à tout. Mais pour ce premier retour, ça aurait été pour moi très difficile dans les contextes actuels et l'âge actuel et la période. Nous sommes en janvier, n'est-ce pas, de l'année. Il règne tout de même dans cette région un froid très violent. Vous avez organisé votre vie, vous êtes retourné au lycée, vous avez passé les examens, comment ça s'est passé? Non, ce n'est pas un lycée, je suis rentré directement dans un centre d'études technologiques à Toulouse, et de là je suis parti, j'ai terminé mes études technologiques et je suis passé électronicien. À l'époque, c'était tout de même un métier d'avenir, et du reste, j'ai débuté ma carrière professionnelle en tant qu'enseignant
dans une école Hort en 1949, 48-49, jusqu'en 51. Et après seulement, je me suis tourné vers d'autres occupations. Je suis devenu ultérieurement industriel. J'ai construit une usine, enfin, développé une usine de matières plastiques. Et c'est là où j'ai terminé ma carrière professionnelle. Vous êtes devenu enseignant très vite, donc. Ben, à partir des 48, mais à l'époque, vous savez, c'était des cours plutôt accélérés. Hein. On essayait de rattraper les temps perdus. Et vous avez aussi décidé d'écrire un livre aussi. Bien, cette décision, elle est venue tardivement. Elle est venue en particulier sur l'insistance des élèves qui étaient témoins de mes récits et qui m'ont incité à écrire parce que pratiquement après chaque témoignage, ils m'ont dit « Est-ce que vous avez écrit un livre? Est-ce qu'on peut dire quelque part quelque chose, etc. » Et à un moment donné, je pensais qu'il serait un devoir d'écrire. C'était en particulier après un entretien avec Elie Wiesel qui m'a répondu sur quel est notre devoir ultime. Il m'a dit, il faut écrire. Et tout en sachant qu'il y a une bibliographie relativement importante déjà des faits, que je ne me sentais pas du tout de qualité d'écrivain, j'ai tout de même eu quelques réflexes qui ont fait que je me suis penché sur cette obligation, et je dois dire sans regret, parce que il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est écrit. Et je pense que l'événement est d'une telle importance qu'on n'aura jamais tout écrit, d'autant qu'il faut savoir que si l'ensemble de l'histoire globale est uniforme pratiquement pour tout le monde, la vie de chaque individu est une vie particulière, une vision personnelle de choses vécues et des circonstances exceptionnelles qui lui ont permis de survivre, car la survie était inattendue, était effectivement une coïncidence, un fait dû au plus grand des hasards. Et quand on a vécu cela, je crois qu'il faut l'écrire. Il y a un autre aspect également qui probablement a contribué à cette incitation, c'est qu'en fait, n'ayant qu'une seule fille, qui elle a un seul fils, après ma disparition, mon monde disparaîtra. Et au fond, je me suis dit, un livre qui est écrit prolonge quelque peu l'existence de celui qui est défunt. Et je pensais, c'est peut-être prétentieux, mais enfin, ce livre au moins va me survivre quelques années encore, et au-delà d'un temps peut-être qu'on peut imaginer au savoir. Et il s'ajoutera à cette montagne de livres qui ont été écrits, qui tous se ressemblent, mais aucun n'est identique. Aucun livre de ces livres est identique. Je vous remercie. Je vous en prie. Laissez-moi, si vous permettez, quand même vous dire que mon livre, pour ceux que cela intéresse, s'appelle « Le soleil voilé » et on les trouve auprès de l'édition des Écrivains. Oui. En fait, je ne sais pas si le ressort a été 3 ans déporté. 42-45, oui. Oui, pour ceux qui savent calculer, oui. Août 42, janvier 45, c'était une période très précise. On a donné les dates. En fait, exprès, je n'arrivais pas à en parler en yiddish. Et je ne parlais qu'en allemand. Alors évidemment, ça leur paraissait suspect. Et je leur ai demandé de me donner un livre de prières, ce qu'ils m'ont donné. Et j'ai lu un passage qui est lu généralement le vendredi soir. Ah, qu'il est bon de se retrouver parmi les siens. Et c'est le passage que j'ai pu lire. Et c'est encore une autre coïncidence, et que sur ce fait, effectivement, ils m'ont dit, ça va. On parlait yiddish chez vous? Ma grand-mère parlait yiddish. Ma grand-mère parlait yiddish, mes parents parlaient l'allemand uniquement. Ma grand-mère me parlait en yiddish, moi je lui répondais en allemand.
Oui, ce qui explique aussi pourquoi ça ne vous est pas venu automatiquement. Mais peut-être pas un mauvais réflexe, hein, parce qu'il voulait m'efforcer à parler en yiddish. J'ai paniqué probablement. Voilà. Bien, j'espère que De toute façon, c'est une documentation cette bande, vous l'aurez